bienvenue à tout le monde. On va essayer de vous évoquer aujourd'hui quelle différence y a-t-il entre des inventaires traditionnels comme on les faisait jusqu'à maintenant et ce qu'on vous a appelé dans cette présentation des inventaires intelligents, mais qu'on aime mieux appeler les Smart Tree Inventory. Utilisez le terme anglais, comme pour votre téléphone, vous ne l'appelez pas un téléphone intelligent, mais bien un smartphone. L'idée, c'est de rester un peu sur cette stratégie-là. Alors, je vous propose qu'on présente les personnes qui vont interférer avec vous aujourd'hui. Donc, il faut juste que je clique sur le bon endroit. Voilà. Donc, je suis moi-même Pascal Goubier, directeur des opérations pour GREIL France. Et j'ai une assez longue expérience dans la gestion et le management des arbres urbains et des équipes qui s'en occupent, puisque j'ai passé 30 ans au département du Rhône puis à la métropole de Lyon, après avoir obtenu un diplôme d'ingénieur, avoir créé une école d'élagage. Voilà. Donc des connaissances assez approfondies sur les arbres, et notamment les arbres urbains, et la capacité aussi de comprendre comment des gestionnaires d'arbres ont besoin d'outils pour gérer les patrimoines vivants dans leur collectivité. Et puis j'ai le plaisir de vous présenter Nicolas. Si Nicolas, tu veux te présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, formation aussi un peu éclectique, partant du centre horticole de Lullier avec une formation de paysagiste. Formation aussi en pépinière avec quelques années. Et puis aussi au niveau de collectivité publique responsable des espaces verts, donc des arbres. Et dans cette période, j'ai pu travailler avec des arboristes qui, en fait, m'ont décidé à se former un peu plus dans ce secteur. Et en formant une association, on a trouvé différents partenaires qui, après, a permis à créer Arborist Conseil, comme elle est depuis maintenant, depuis plus de 20 ans en action. Merci. Et puis Didier aussi est avec nous d'Arborist Conseil. Si Didier, tu veux te présenter. Oui, bonjour à tous et bienvenue. Je vais me présenter en 2 mots. Moi, je n'ai pas tout le passé de formation. Je suis forestier à la base en 1982 et ensuite, en 1989, j'ai démarré une société spécialisée dans tout ce qui est soins aux arbres. On était en fait un des pionniers en Suisse romande dans ce métier. J'ai plein de passions, surtout pour la nature, les arbres, les chauves-souris. Et accessoirement, je suis la porte d'entrée pour Arborist Conseil dans la société GREIL. Merci Didier. Donc voilà, je précise que nous avons donc cette société Arboriste Conseil et notre partenaire pour la Suisse romande pour développer et faire connaître les solutions GREIL. Mais je sais que nous écoute aussi parmi les participants notre partenaire français qui est la société ONF Végétis, et certains de ses membres sont là, donc je les salue. Voilà, notamment David, qui est probablement à l'écoute de notre webinaire. Alors, l'idée est vraiment d'aller dans le fait du sujet. Et Didier, veux-tu nous expliquer un peu comment cette collaboration entre GREIL et Arborist Conseil peut changer la donne sur un certain nombre de sujets autour des arbres? Ou c'est peut-être Nicolas qui doit parler, je ne sais pas. Ouais. Oui. Oui, bon, bah, écoutez, c'est simplement aussi après avoir fait de multiples relevés sur le terrain et puis avoir subi les contraintes dues à ces relevés. La rencontre avec GREIL nous permet, avec notre expérience respective, de trouver des méthodes de travail éprouvées et efficientes pour nos clients. Et puis cette technologie nous permet d'avancer à grands pas dans la gestion du patrimoine arboré. C'est pour ça qu'on s'est mis en contact avec GREIL. Cette collaboration s'est née de cette façon-là, en fin de compte. Voilà, donc l'idée, c'est d'aller vous montrer comment on peut collaborer avec ces sujets-là. Alors, bien sûr qu'il y a une société experte comme celle qui est présente ici, donc Arborist Conseil, mais avec des services internes de certaines collectivités qui ont des experts en interne ou gestionnaires des arbres qui ont des grandes compétences autour de ces sujets-là. Et l'idée est de vous montrer que la technologie qui est émergente qu'on va vous montrer, plus l'expérience terrain, ça a beaucoup d'impact.
mais que ce n'est pas la technologie seule qui peut transformer les villes, c'est bien la bonne collaboration entre ces différents moyens-là. Alors, on va vous envoyer vous avez des éléments de conversation ou des éléments de questions-réponses. On vous propose d'aller, vous avez un sondage qui arrive à l'écran et sur lequel je vous laisse cocher ce qui vous concerne le mieux sur ces éléments-là. Et si vous avez des questions à poser, comme vous n'avez pas la parole, vous pouvez aller dans questions-réponses et poser ces questions. Et Sébastien et Cécile ont la lourde charge d'essayer de vous répondre, ou sinon, dans la partie questions-réponses à la fin, on tâchera d'y répondre. Alors, l'ordre du jour, il est de vous parler du Smart Tree Inventory ou des inventaires intelligents des arbres. Qu'est-ce que c'est? En quoi ça diffère des inventaires traditionnels? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et on va essayer de vous démontrer l'intérêt de tout ça. Et puis, on vous montrera un peu en détail le processus, les flux de travail, et on vous montrera un certain nombre d'impacts autour de ça. Alors, moi, je ne vais pas répondre au formulaire, ça ne me sert à rien. Allez, on est parti dans cet exposé des éléments. Alors, peut-être Didier, sur les mesures que prennent traditionnellement les arboristes au pied des arbres. Je ne vais pas trop parler du relevé des arbres urbains qu'on a tous déjà effectué un jour. On mesure les diamètres d'un compas forestier, la hauteur avec la croix du bûcheron ou tout autre type d'appareil type Sunto, ou encore le mètre à ruban par rapport à la largeur de la couronne. Tout ça prend énormément de temps, sans parler de pas mal d'imprécisions aussi. Alors, merci. Effectivement, la différence relativement significative qu'on est capable de montrer avec les technologies qu'on va vous montrer un peu plus loin est que les mesures sont prises avec une très grande précision, puisqu'on est plutôt sur de la précision de type centimétrique, et que beaucoup d'autres éléments, on ne va pas les lister là tous, mais autour des volumes, des mesures de surface foliaire, on est capable de repérer le bois mort, le pourcentage de bois mort de chacune des couronnes, et il en manque encore ici dans cette liste, puisque on pourrait y rajouter des angles d'inclinaison du tronc ou des centres de gravité, des angles d'inclinaison de gravité de la couronne, et s'y rajoute aussi d'ailleurs tout un tas d'éléments autour de calculs. Alors bien sûr que les gens qui faisaient de l'inventaire au pied peuvent aussi aller faire des calculs comme le ratio hauteur sur diamètre du tronc, mais beaucoup d'autres sont beaucoup plus complexes à faire quand on n'a pas des données précises. Et vous voyez ici encore une liste autour de la densité foliaire. On est capable de vous donner des éléments autour du ratio de couronne vivante, de la densité de la couronne, et on va vous montrer un peu plus loin comment sont calculés ces éléments-là et qu'est-ce qui sont donnés. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est typiquement le résultat, c'est que l'ensemble des éléments sont délivrés dans une plateforme, comme vous le voyez ici. Cette plateforme, elle est full web, donc un simple navigateur permet d'aller voir chacun des arbres, avec ici son jumeau numérique, qu'on peut donc tourner dans tous les sens, regarder par-dessus, par-dessous, voir sous plusieurs éléments, soit ses photos, soit son jumeau numérique, aller vérifier s'il y a des valeurs un peu spéciales et des alertes sur un certain nombre d'éléments. Et puis, on peut même aller afficher sur l'écran, comme vous le voyez ici, les mesures, où elles ont été prises, comment a été pris le diamètre de la couronne, à quel endroit, le diamètre du tronc, la hauteur du premier embranchement. Enfin, vous voyez, énormément de choses extrêmement précises. Et puis, on peut même utiliser des projections, comme vous le voyez au sol, qui sont des projections théoriques de zones racinaires à protéger, qui vont vous permettre d'avoir une évaluation extrêmement précise de tous ces éléments-là. Alors, beaucoup d'autres éléments, on va les détailler un peu plus loin, mais vous voyez qu'ici, on peut aller voir les angles d'inclinaison des troncs, le centre de gravité de la couronne, et aller vérifier avec un certain nombre d'indicateurs, comme les vitesses de vent, est-ce que c'est un arbre qui est soumis à certains risques. Et puis, on peut même aller voir tout un tas d'éléments autour d'une espèce d'évaluation de sa santé globale, voire des calculs autour de ses services écosystémiques, donc en l'occurrence ici, toute la gestion autour de l'eau et de ces sujets-là. Alors,
L'idée, c'est pas de remplacer les arboristes par de la technologie, mais peut-être Nicolas ou Didier expliquer un peu comment ces données peuvent vous aider. Écoutez, ça permet de faire un tri relativement important et de relativement vite. Donc, en fait, se focaliser vraiment sur les problèmes qui sont bien précis. Donc, c'est vraiment essayer de trier le maximum d'informations et, comme je dis, d'aller au point essentiel. C'est ça, je pense, la bonne raison pour utiliser cette plateforme. Voilà, donc effectivement, c'est vraiment ça l'idée, c'est que l'ensemble du temps qui était dévolu à aller faire de l'inventaire sur le terrain, et avec un inventaire de base comme ça, permet d'être libéré pour aller se concentrer sur l'évaluation de ce qui est vu. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, la technologie amène aussi tout un tas de choses. Nous voilà en plein centre de New York. On va pouvoir aller zoomer sur Central Park. Et juste pour vous montrer un des aspects de la technologie qui est extrêmement intéressant aussi, qui va être un aspect autour de ce qu'on appelle en français les dégagements ou les clearances en anglais, qui va être qu'on va être capable d'aller trouver un certain nombre d'éléments perturbateurs de la croissance des arbres. Et ici, dans cet exemple-là, on va aller vous montrer, par exemple, le dégagement autour des fils, des réseaux aériens. On serait très concerné par ça dans nos contrées d'Europe pour des lignes aériennes de contact, des trams ou des trolleys. Mais vous voyez qu'on peut donc aller trouver de façon automatisée des réseaux, comme on pourrait aller trouver tous les arbres qui sont concernés par des corridors. Ici, un corridor de bus, par exemple, où vous voudriez connaître tous les arbres de votre patrimoine qui nécessiteraient une taille au gabarit. Alors, ça pourrait être pour une piste cyclable, ça pourrait être pour tout un tas de choses, hein, ce n'est pas obligatoirement pour de la voirie. De même, on pourra aller regarder des dégagements autour de bâtiments ou un certain nombre de choses comme ça. Et ce qui est très intéressant par la technologie, c'est que bien sûr, vous avez vu là la possibilité de voir cet arbre en rouge, mais on a peuplé en même temps la base de données de ces arbres-là, et donc vous allez être capable d'aller lister, comme vous le voyez ici, requis, tous les arbres qui nécessitent une taille de tel type ou de tel type liée à un phénomène de risque d'arc électrique ou de choses comme ça. Alors, ce qui est important qu'on voulait quand même vous montrer, c'est quel est le processus qui permet d'arriver à ce résultat. La première partie est un processus qui va nécessiter pour chacun des potentiels clients ou des gens qui sont intéressés par cette problématique de bien définir le terrain de jeu, hein, grosso modo, de disposer d'un fichier précis qui définit les limites de propriété dans lesquelles vous voulez aller trouver les arbres. Et puis, l'étape suivante est une étape où on va venir sur une saison en végétation, donc en pleine feuille, ce qu'on appelle scanner les arbres, c'est-à-dire venir avec des véhicules. Vous voyez qu'ici, on a deux types de véhicules, hein, soit une voiture qui est passée dans les rues ou dans les parcs, si ça circule, ou on est ici au Jardin botanique de Genève avec le quad, filmé par Didier, où on est passé l'automne dernier, enfin l'été dernier, pour aller relever ces arbres-là. Donc ça, c'est vraiment l'étape préliminaire qui est faite avec beaucoup d'attention et beaucoup de précision. Et c'est là où c'est très différent d'une technologie où on passerait un peu au hasard ou d'aller se servir d'un Google Car pour aller faire ça. C'est que nous, on a vraiment préparé des missions. On sait où on doit passer pour aller capturer tous les arbres, pour les trouver dans des meilleures conditions. Et vous voyez qu'on passe bien sous les arbres, exactement comme des experts à pied, de façon à avoir la structure de l'arbre. Et puis, l'étape suivante est une étape où on a donc généré ce qu'on appelle un point cloud, un nuage de points, grâce à notre LIDAR. Ce nuage de points, ça ressemble à ce que vous avez sous les yeux. Ce n'est pas du tout une photo, hein, ce sont des points, et chacun de ces points, on a sa position dans l'espace, X, Y et Z. Et la technologie qu'a développée notre société Green permet d'aller retrouver dans ces multiples points qu'est-ce qui représente des arbres. Donc l'idée, c'est d'avoir cette trame que vous avez sous les yeux, numérisée, traitée, cette numérisation pour trouver les arbres, analyser ce qui se passe, et puis derrière, évidemment, lancer les inspections nécessaires qui vont permettre d'avancer là-dessus. Et donc là encore, si on va directement au résultat,
Le résultat va être, on retourne sur la plateforme, on se retrouve au milieu du jardin botanique de Genève, de nouveau, et les résultats vont être tout à fait divers et variés. Vous allez pouvoir aller fabriquer des éléments de statistiques, par exemple ici sur la hauteur des arbres, pour aller voir les graphiques de représentation, et vous avez les outils de représentation, si vous voulez faire en pourcentage, si vous voulez faire des camemberts, si vous voulez faire des diagrammes en barres, etc. Mais vous allez aussi pouvoir aller fabriquer des relevés, des rapports ou tout un tas d'autres choses, voire des cartes thématiques, puisque tout l'intérêt de ces outils cartographiques, une fois qu'on a les arbres, vous voyez qu'on a les images des jumeaux numériques avec leurs projections, et on peut aller voir tout un tas de choses. Là, je viens de changer les critères de sélection et je trie maintenant sur les parties par million 2.5, c'est-à-dire l'absorption des particules, et on vous montre quelques étapes d'affichage en 2D, en 3D, et donc on peut colorier ces cartes en fonction de tout un tas de choses, ou finalement aller carrément faire un rapport d'inventaire complet. Et donc on a choisi des champs, sur ces champs on définit des graphiques, voilà, il suffit à la fin d'aller cliquer sur Export pour avoir un PDF complet. Donc ce qui était très compliqué à faire probablement dans vos logiciels traditionnels, dans vos outils traditionnels, ici est un jeu d'enfant, c'est inclus dans la plateforme, et vous avez possibilité, tout d'un coup, vous avez un élu qui souhaite avoir pour la rue X, Y ou Z, avoir l'inventaire des arbres, la répartition des essences, les hauteurs, etc. Vous devez déposer un dossier de demande d'abattage grâce à la loi française sur les allées ou des choses comme ça. Vous avez là des outils assez formidables pour faire ça. Enfin, le dernier point qu'on voulait vous montrer par rapport à ces outils, puisque l'idée n'est pas de vous faire une présentation complète de tout ce qu'il y a là-dedans, mais par rapport à ces outils, on voulait vous montrer la possibilité de dialogue de cet outil de la plateforme Grail Trees avec n'importe quel autre type d'outils. Donc ici, vous avez des exemples où des éléments de la plateforme Grail Trees sont dans QGIS, donc un logiciel gratuit de carto que vous connaissez probablement, et où on a pu exporter depuis la plateforme non seulement les emplacements des arbres, mais les contours géographiques de chacune de leurs couronnes, et on peut aller mixer ça, voir les données, travailler tout un tas de choses. Alors on a même beaucoup mieux que des exports, puisqu'on a la possibilité d'utiliser une API, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire dialoguer vos propres outils génériques de cartographie, ArcGIS, QGIS, vos outils de GMAO traditionnels vont pouvoir dialoguer directement avec ce qui se passe dans la plateforme. Donc voilà, l'idée, c'est, vous l'avez sous les yeux, c'est d'avoir des inventaires basés sur des propriétés géographiques que vous nous fournissez, de collecter des mesures. Et puis, on le verra un tout petit peu plus loin, mais la caractéristique, c'est le suivre les progrès, l'évolution, mais surtout d'être dans quelque chose de beaucoup plus proactif, moins en réaction, et de pouvoir bien sûr participer à des programmes existants. Alors, je ne sais pas cette fois-ci si c'était toi Didier qui devais présenter la suite. C'est vraiment un exemple de l'efficacité du nombre de données disponibles avec cette méthode. Donc le travail de base a été fait, ça laisse le temps en fait aux arboristes de faire le tri, de compiler, donc se focaliser en fait sur les sujets importants. Et puis c'est vrai que dans les paramètres qui sont existants, ça nous permet vraiment de faire des tris bien précis sur ce qu'on a envie de voir et de trouver. Voilà, donc l'idée c'est vraiment finalement d'augmenter la qualité et la quantité de la surveillance, et notamment sur des populations d'arbres importantes. On sait que beaucoup de collectivités, beaucoup des gens qui sont présents, voilà, vous êtes 75 à écouter en ce moment, beaucoup dans vos collectivités avaient des velléités à planter de nombreux arbres dans vos collectivités ou dans vos propriétés. Et donc, la surveillance était de plus en plus difficile puisque le nombre augmente sans cesse, mais aussi d'être dans un système, on le verra un petit peu plus loin, autour d'un flux de travail un peu différent de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, pour pouvoir réaffecter tout le temps dont on dispose à vraiment suivre les éléments précis. J'ai coutume d'utiliser une terminologie de santé publique. Voilà, ça s'appelle le tri des patients, ce qu'on fait avec, dans la santé, ce qu'on fait avec les technologies Grail, c'est-à-dire que sur l'ensemble de votre patrimoine, on va le revoir un peu plus loin, mais ces technologies vont vous permettre d'aller droit à l'essentiel et d'éviter de perdre votre temps avec les choses qui n'en ont pas besoin.
Alors, on vous propose un deuxième petit sondage sur les priorités que vous pouvez avoir dans votre programme 2026. Et je poursuis pendant que vous pouvez compléter ce petit sondage qui s'est affiché dans le chat, la conversation de la réunion. Alors, on va vous faire un petit tour un peu rapide des indicateurs, puisque je vous ai montré tout un tas d'éléments les uns après les autres, mais finalement, on va essayer d'aller un peu dans le détail de quelles sont les choses qu'on peut voir. Alors, bon, un qui était facile à prendre sur le terrain pour le coup, et qu'on est capable de prendre, et bien sûr, le diamètre à hauteur de poitrine. Alors, on le prend à 1 mètre, on le prend à 1,30 m, on le prend à 1,20 m. C'est du coup, selon les collectivités, selon les gestionnaires, puisque tout le monde n'a pas la même règle à ce sujet-là. Mais donc, pour nous, pas de problème. On sait la fournir en direct dans le système. Mais on sait aussi aller prendre, du coup, par rapport à un individu sur le terrain, ben, vous voyez un peu toutes les dimensions qu'on est capable de prendre. La hauteur totale, bien sûr, mais aussi de déterminer quelle est la hauteur encore en vie par rapport à la hauteur sèche, hein, pour des arbres qui ont de la descente, des descentes de cime, la hauteur de la couronne, la hauteur du tronc et la hauteur du premier embranchement, qui sont des données qui sont trouvées pour chacun des arbres sur la plateforme. On peut aussi aller voir des éléments autour de la couronne elle-même, donc sa largeur, son volume et son aire de projection au sol. Vous l'avez vu dans les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, c'est rarement comme on l'avait dessiné. Alors on vous donne un mauvais exemple là, à côté du numéro de la page, là, avec cet arbre vu du ciel qui paraît presque rond, parce qu'en fait ils sont quasiment jamais ronds comme ça. On le voit très bien du coup sur nos projections. Mais voilà tout un tas d'éléments qui, du coup, vous permettent d'aller faire des calculs, suivre un certain nombre de choses. Alors, on a évoqué tout à l'heure les éléments autour des services écosystémiques rendus. On vous donne tout cela, c'est-à-dire tous ceux qui sont liés à l'eau, hein, l'eau interceptée, le ruissellement, l'évaporation, la transpiration, mais beaucoup d'autres, hein, j'en ai mis quelques-uns ici, la séquestration brute de carbone, le stockage de carbone. Alors, est-ce que nos algorithmes, qui sont les algorithmes de iTree, sont parfaitement justes? J'ai un peu du mal à vous dire que j'en suis certain, puisque par définition, ces algorithmes, les chercheurs, les scientifiques ne sont pas toujours d'accord aujourd'hui sur l'ensemble de ces éléments. Mais pas en valeur absolue les uns par rapport aux autres ou en valeur relative d'un arbre d'une essence donnée par rapport à son copain d'à côté, comme ça a été calculé de la même façon. C'est extrêmement intéressant pour aller chercher des arbres qui sont en défaut d'un certain nombre de choses ou pour aller comparer un chêne et un érable, un chêne et un sapin. Et voilà tout ce que vous allez pouvoir faire avec ça. Et puis, on vous donne d'autres éléments, je vous l'évoquais tout à l'heure, des angles d'inclinaison, du tronc ou des angles d'inclinaison de la couronne, en fait plutôt son centre de gravité par rapport au point d'ancrage du tronc, et qui vont donc vous donner des éléments possibles de risque autour de ces sujets-là. On vous donne plein d'éléments autour du feuillage, hein, bien sûr la surface foliaire qui est calculée par des algorithmes qui calculent cela, mais du coup on peut en déduire des densités foliaires ou un indice de surface foliaire. Là encore, la valeur absolue est peut-être pas la fondamentale, mais la valeur relative d'un arbre par rapport à l'autre va vous permettre d'aller classer quels sont les arbres qui ont un mauvais indice de surface foliaire par rapport à ceux qui en ont un bon. Et on peut comme ça avancer sur un certain nombre de sujets autour du feuillage. On en profite pour aussi vous donner un pourcentage de bois mort. C'est quoi le pourcentage de bois mort? C'est le volume des branches qu'on a observé comme sans feuilles par rapport au volume de branches qui ont des feuilles. Et ça vous donne un pourcentage. Et vous comprenez donc mieux pourquoi il est important pour nous d'aller voir les arbres en saison de végétation, hein, pour pouvoir découvrir ces éléments-là. Mais on est aussi capable, quelque part, de regarder le ciel à travers cette couronne et donc de vous donner ce qu'on appelle la transparence du feuillage, ou même la densité de la couronne. Donc évidemment, quand on vous fournit les données, on vous fournit avec un glossaire, hein, qui sont les éléments que vous avez sous les yeux, qui vont vous permettre de mieux comprendre comment sont calculés ces éléments-là, ils dépendent de quelles références, et ils font c'est quels documents scientifiques qui nous ont permis d'aller calculer ces éléments-là. Alors,
On en a encore un qui est l'exposition à la lumière de la couronne. Vous voyez qu'on est capable de vérifier si un arbre il est plutôt dominé ou dominant grâce à ces indicateurs. Mais on en a encore d'autres. Je ne vous ai pas mis de photos autour de ça ou de slides autour de ça, mais on est capable d'aller chercher une image satellite infrarouge sur cet arbre-là et vous donner son NDVI ou NDVI, donc et son indice de réflectance infrarouge qui va vous donner son état de santé global général. Et donc là aussi, vous allez pouvoir combiner l'ensemble de ces éléments. Alors, l'idée, ce n'était pas de tous vous les montrer, mais d'en montrer un certain nombre quand même pour vous montrer comment ces données permettent d'aller prendre des décisions. Et bien sûr qu'il est aussi capable d'aller faire des calculs sur ces différents indicateurs. Et que certains sont déjà clés en main dans la plateforme pour combiner ces indicateurs. Et donc, vous avez, par exemple, un qu'on savait calculer déjà facilement, qui était la minceur, donc le rapport hauteur sur diamètre, qui peut être intéressant à utiliser. Mais vous en avez d'autres qui sont un peu plus complexes, qui sont quelle est la vitesse de vent critique pour cet arbre-là, ou quel est le ratio de couronne vivante, grosso modo, par rapport à la hauteur totale de cet arbre-là, voilà, quel est le pourcentage qu'on a vu de hauteur qui était vivant. Et on a calculé deux indices. Alors le premier est un indice de vitalité. Donc vous voyez qu'on a fait une espèce de petite une formule, grosso modo, où on prend 40% du dépérissement de la couronne, 30% de transparence de feuillage et 30% de densité. Et ça nous donne un score en pourcentage. Et vous allez donc capable de retrouver entre des arbres qui ont un score supérieur à 90% qui seront en pleine santé, à l'inverse des arbres morts dans lesquels ce score de vitalité ne sera pas bon. Et donc, vous voyez que ce tri est fait par le système pour tous vos arbres et donc va vous permettre, vous voyez tout de suite vers quoi je vais venir, vous allez pouvoir vous concentrer sur ceux qui vont être ici en rouge ou en noir, qui vont être bas ou qui vont être morts et qui vont vous permettre d'aller suivre ce patrimoine rapidement. Alors, on a enfin un dernier indice que vous ne trouverez pas dans la littérature sous ce nom-là, puisque c'est Grayhill qui a renommé cet indice en indice de stabilité du tronc, mais c'est ce qui s'appelle dans la terminologie internationale le safety factor, ou en français le facteur de sécurité, qui est donc un indice qui est calculé, grosso modo, quel est le risque que le tronc de cet arbre-là se rompe face à la poussée du vent. C'est un risque théorique, on sait qu'il ne marche pas très bien sur les jeunes arbres, on sait qu'il ne sait pas analyser son environnement, il ne sait pas dire si l'arbre est creux ou pas creux, en tout cas à ce stade, mais cet indice de stabilité du tronc va quand même vous permettre d'aller trier vos arbres là encore pour aller trouver ceux qui ont un mauvais indice ou sur lequel il faudrait avoir une prudence un petit peu nécessaire. Alors, on vous montre un exemple ici d'un écran, peut-être Didier ou Nicolas, je ne sais pas qui des deux voudrait dire quelques mots sur cet écran qui va tourner un peu, qui vous montre un exemple dans la plateforme. Bon, ça, pour moi, c'était très intéressant avec toutes les données qu'on a à disposition. On aperçoit très rapidement quel est le problème. Ici, on voit vers ce parking, cet arbre qui est relativement desséché, une descente de cime et puis une gîte importante. Ça permet de tout de suite aller avec l'équipe d'arboristes sur place, d'aller vérifier en fait la dangerosité effective de l'arbre, de contrôler ce collet et de savoir si effectivement cet arbre doit être abattu par rapport au site potentiel ou si simplement un nettoyage du bois mort qui doit être entrepris. Donc, c'est vraiment toutes les indications que donne la plateforme qui nous permet vraiment de cibler l'intervention qu'on fait sur cet arbre. Voilà, merci beaucoup Nicolas. Et donc vous voyez là, on est en plus en capacité d'aller voir d'autres éléments, bien sûr, que cette préalerte qu'on a eue sur cet arbre-là. Alors enfin, deux éléments encore clés pour que vous compreniez bien l'ensemble des problématiques autour de ces arbres et de ces datas. Le premier est ce qui s'appelle les valeurs aberrantes, outliers en anglais. L'idée est que sur l'ensemble de votre patrimoine, on va être capable de regrouper les arbres de la même essence et qui font à peu près la même taille. Vous avez l'exemple sous les yeux de ces magnifiques pins sylvestres et de fabriquer une courbe de Gauss de répartition de ces arbres en fonction de ce qu'on appelle les valeurs aberrantes, donc de critères
de définition. Et vous avez ici sous les yeux un de ces critères, on en a 5 dans la plateforme, et ici vous en avez un qui est le ratio diamètre du tronc sur hauteur, et vous voyez qu'on positionne chacun de vos arbres par rapport à une courbe de Gauss de répartition, et vous allez donc tout de suite savoir si cet arbre il est dans la moyenne de tous vos arbres, ou si il est sur le haut ou sur le bas de cette courbe de Gauss. Vous avez l'exemple ici à gauche du petit pin rabougri qui a un gros tronc et une petite hauteur, et à l'inverse celui de droite qui a un grand pin très haut avec un petit tronc. Et ça, le système va vous permettre de tout de suite définir si vous allez définir quelles sont les limites de ces valeurs aberrantes dans le système, et vous allez avoir marqué du coup les arbres qui ont des valeurs aberrantes ou sont bien dans la moyenne de tous leurs congénères. Alors pour que ça marche, il faut que vous ayez plusieurs arbres, puisqu'il faut un échantillon d'arbres pour pouvoir fabriquer ces courbes de Gauss. Et puis le dernier élément qu'on voulait vous montrer extrêmement percutant est donc l'évolution dans le temps. Et on est parti à Strasbourg, là vous voyez qu'on a fait, on s'est baladé un petit peu quand même. Et à Strasbourg ici, vous avez ici des arbres qui ont été scannés 2 années de suite en 2023 et en 2025. Et donc vous voyez que si j'affiche le jumeau numérique de cet arbre, ce mycocoulier en 2023 ou en 2025, vous voyez qu'entre-temps, il a subi une remontée de couronne, donc il a grandi, on voit en vert ce qui a été les 2 années de croissance, en rose ce qu'il y avait en 2023, et il a eu une remontée de couronne. Donc c'est extrêmement intéressant que d'aller sortir des graphiques, j'allais dire des courbes, mais pour l'instant c'est des droites puisqu'il n'y a que 2 valeurs, mais de sortir des courbes d'évolution de ces arbres-là, et de voir que bien qu'ayant grandi en hauteur, grandi en diamètre, on a perdu des services écosystémiques, on a perdu le NDVI a baissé, et un certain nombre d'autres éléments peuvent avoir bougé. Voilà un premier exemple. Et puis, on va aller vous montrer là un deuxième exemple sur quelque chose que vous allez reconnaître tout de suite. L'histoire de France passe par là, avec des magnifiques têtes de chat sur des platanes. De France ou de Suisse d'ailleurs, là pour le coup j'en ai vu pas mal à Genève aussi, typiquement un arbre qui avait été scanné en 2023 qui avait une partie de son feuillage et de ses branches, et que là pour le coup il a été entre-temps remis sous forme de tête de chat, et donc même chose, tout à fait des capacités d'aller sortir des courbes pour aller vérifier qu'est-ce qu'on a perdu comme service écosystémique entre l'état initial numéro 1 et l'état numéro 2 suivant. Donc voilà un peu ce qu'on voulait vous montrer de qu'est-ce que permettent l'ensemble de ces technologies au service des arbres urbains. Et un petit focus encore dans les quelques minutes qui nous restent avant qu'on prenne vos questions et vos réponses sur finalement quelle stratégie faut-il mettre en place grâce à ces outils. Et vous allez voir qu'on est du coup sur des stratégies assez différentes de ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Donc 3 approches possibles. La première est de dire on a les moyens, notre collectivité nous donne des moyens suffisants, la gestion de nos arbres n'est pas vraiment un problème, et on veut rester en mode intensif, c'est-à-dire qu'on veut continuer d'aller voir pied à pied la totalité de nos arbres, un par un, à des fréquences très régulières, et on y met les moyens qui vont avec. C'est ce qu'on appelle le mode intensif. On ne va pas trop le détailler, puisque grosso modo, c'est la même chose que ce qu'on a aujourd'hui, mais dans des temps qui seraient quand même plus courts, puisque une partie de ces réinventaires peut être fait par des technologies beaucoup plus rapides que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Il y a une deuxième stratégie qu'on a appelée intermédiaire, que je vais aller vous détailler un peu plus loin, donc je vous la laisse en suspens. Et puis une troisième stratégie qui va être celle que définit chacune des collectivités en fonction des moyens qu'elle a, et donc ce que je vais appeler pratique, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'on est un mix entre de l'intensif et de l'intermédiaire. Mais on va aller voir le détail de l'intermédiaire, parce que c'est celle-là qui est intéressante. Donc intensif, vous l'avez vu, on voit ces arboristes qui continuent d'aller visiter chaque arbre pour l'évaluation. A-t-on les moyens de continuer de faire ça? Peut-on faire ça sur tous nos arbres? Mais l'intermédiaire, on est là dans une stratégie qui est assez différente. L'idée est de dire, on part avec un inventaire, un Smart Tree Inventory réalisé par Gruhill, et immédiatement de cet inventaire, on peut en sortir un certain nombre de valeurs aberrantes et donc d'urgence immédiate, mais on peut surtout aller trier de 2 façons.
La première consiste à aller sortir les 20 à 30% des arbres où on a des incertitudes, la data ne nous donne pas tous les éléments et il va falloir qu'on aille les regarder de près. Mais on va faire cette inspection à distance, puisqu'on a tous les outils qu'il faut sur un écran d'ordinateur pour aller inspecter ces arbres, puisqu'on a les photos, on a les images, on a le jumeau numérique, on a possibilité de tourner autour, on a possibilité de regarder autre chose. Donc, grosso modo, 20 à 30% de vos arbres, vous allez les inspecter à distance. Et cette inspection va vous entraîner des incertitudes sur probablement environ 5 à 10% des arbres où il va falloir vraiment aller sur place. Là, vous avez des doutes suffisamment forts pour que voilà, le docteur va devoir aller au chevet de cet arbre-là, si je reprends ma terminologie médicale du départ. Et donc, dans nos évaluations, c'est 5 à 10% de vos arbres qu'il faut que vous alliez surveiller et non plus les 100% comme vous le faisiez jusqu'à maintenant. Donc, vous imaginez les gains d'efficacité, les gains de temps et surtout les gains d'intérêt, puisque soit vos spécialistes en interne, qui sont vos arboristes de vos propres collectivités, soit les sociétés expertes, comme on en a du coup ici dans la salle, vont aller vraiment faire ce pourquoi ils sont là. Ils sont docteurs et c'est bien d'inspecter le patient et d'expertiser le patient et de prendre des décisions qu'il faut aller faire à ce moment-là. Et non plus avoir des choses tout à fait vagues et imprécises. Voilà. Et donc, je repasse pas sur cette gestion des stratégies qui est la pratique, c'est-à-dire finalement de décider d'un processus d'inspection un peu spécial basé sur ces données, mais peut-être quelques éléments de compréhension pour terminer, puisqu'on n'a plus beaucoup de minutes. Grosso modo, qu'est-ce que ça signifie pour les gestionnaires d'arbres urbains? Peut-être que Didier ou Nicolas, vous vouliez rajouter un petit mot autour de ça? Comme ça me permet de me dessécher la voix. Didier. Au niveau de la gestion des arbres urbains, ça nous simplifie énormément. On va directement aux arbres concernés après avoir fait tous ces relevés. Et on a après toutes les mesures à prendre liées aux expertises, que ce soit des tomos, des résistos. Et ça facilite aussi la transmission de l'ordre aux équipes d'élagage ou d'arboristes qui vont prendre les mesures nécessaires à la taille et à l'entretien des arbres. Merci beaucoup. Oui. Alors, oui, pardon, Nicolas. Non, c'était aussi simplement pour dire que sur la plateforme, on peut faire des ordres de travail, les attribuer à différentes personnes, etc. Donc, chacun a son petit secteur avec ses ordres de travail qui ont été bien définis, avec les renseignements qu'on a trouvés avec le Smart Tree Inventory. Ok, merci beaucoup. Alors, on commence à avoir un peu du recul chez GRAIL. On a des collectivités qui travaillent avec nous depuis pas mal d'années maintenant. Et Las Vegas a fait un peu des calculs financiers autour de l'utilisation du Smart Tree Inventory ou du Smart Tree Management. Le Smart Tree Inventory, c'est l'étape initiale d'inventaire, mais ensuite, quand on est dans de la récurrence et qu'on revient, on appelle ça le Smart Tree Management, donc la gestion intelligente des arbres. Et ils nous ont montré que voilà la courbe que vous pouvez voir avec le système traditionnel et en y ajoutant les coûts de travaux sur les arbres. La courbe que vous voyez en gris sont les travaux qui sont menés sur les arbres, les budgets de travaux sur les arbres, et vous avez les points noirs qui sont les moments d'inventaire. Donc grosso modo, ils passaient avec des inventaires pied à pied tous les 5 ans auprès de leurs arbres, et voilà comment travaillaient les courbes de travaux. Mais ce qu'ils sont en train de nous démontrer, c'est que avec des Smart Tree Inventory, et sur cette base-là, la précision des données est telle et les quantités sont telles qu'ils arrivent à avoir des coûts significativement réduits dans les travaux, puisqu'ils peuvent cibler quels sont les arbres à tailler, etc. Plus du tout faire de systématique et obtenir d'ailleurs des meilleurs gains sur les marchés de travaux qu'ils peuvent mettre en place. Et donc, voilà, ils nous donnent des volumes d'économie qui sont relativement importants. Bon, ils nous expliquent qu'ils passaient 18 millions d'euros et qu'ils espèrent sur les 10 ans économiser 2,4 millions. C'est en dollars, mais c'est intéressant de vous montrer cet exemple.
Et puis, vraiment pour conclure, parce qu'on va bientôt arriver aux questions, l'idée, c'est vraiment d'être ce qu'on a appelé le Smart Tree Management, c'est-à-dire un cycle de gestion des arbres urbains qui suivent une espèce de boucle que vous voyez là. Donc, on commence par la surveillance. C'est ce qu'on vient d'évoquer pendant toute cette présentation autour de l'inventaire des arbres, le Smart Tree Inventory, l'utilisation des jumeaux numériques, des indicateurs nombreux par arbre, la possibilité de voir des rapports sur chacun des arbres et bien sûr sur les globales, mais tout de suite de pouvoir analyser, de définir quelles sont les priorités, qu'est-ce qui est mis en évidence par rapport aux statistiques que vous avez de ces arbres-là? Est-ce que vous avez des différences entre les arbres qui sont au bord des fleuves et ceux qui sont dans la montagne? Est-ce que vous allez pouvoir travailler sur tous ces éléments-là de façon très intéressante, c'est ce qu'on appelle l'analyse, et puis voir des tendances, voir des secteurs qui sont mieux lotis que d'autres, peut-être voir des problématiques de réchauffement climatique se dessiner sur vos populations d'arbres en fonction de certaines essences. Et puis, de fait, vous allez pouvoir hiérarchiser qu'est-ce qui est le plus important, qu'est-ce qui est fondamental, à quelle vitesse il faut aller, à quels éléments. Hiérarchiser, organiser les budgets, suivre les éléments pour ensuite définir ce que vient d'évoquer Nicolas il y a quelques instants autour des ordres de travaux, envoyer des équipes au bon endroit au bon moment, planifier les travaux, lancer des marchés publics de compléments d'expertise ou des marchés publics de taille et de travaux sur des choses qui sont extrêmement précises. Donc, c'est vraiment ça qu'on voulait vous montrer en finalité de tous ces outils-là. L'idée étant, peut-être on va le faire un peu à trois voix ici, là, Didier, Nicolas, pour finaliser pour la dernière slide de cette présentation, finalement, comment on peut faire confiance à ces données et comment elles améliorent la connaissance. Je vous laisse peut-être chacun une minute pour un peu nous dire un peu ce que vous pensez de tout ça avant qu'on ouvre les sessions de questions et réponses. Bon, pour moi, après avoir utilisé cette plateforme, on s'aperçoit qu'il y a effectivement plein de paramètres qu'on peut modifier et qui nous sert effectivement à bien choisir, à trier les choses. Et on a vu, par exemple, dans le cadre du journal botanique, au niveau de la reconnaissance, par exemple, des végétaux, cet appareil, en fait, on n'en a pas parlé, mais reconnaît énormément d'espèces. Avec l'IA, qui est quelque chose qui est très intéressant. Il faut savoir aussi que la plateforme, à force d'apporter des données, en fin de compte, apprend et permet à d'autres utilisateurs d'avoir vraiment une performance qui augmente de jour en jour grâce à l'IA et que Green met en place en permanence avec les différentes analyses qu'ils font partout dans le monde entier, en fin de compte. Merci Didier, un petit mot de la fin ou Alors, écoutez, j'enchaîne du coup sur les questions-réponses. Alors, vous avez un petit onglet qui s'appelle questions-réponses auquel vous pouvez poser vos questions. Alors, il y en avait une qui avait été posée qui était est-ce qu'on est capable d'analyser les racines? Donc, la réponse est assez simple. En fait, le sol n'est pas aussi facile à pénétrer que l'espace aérien et donc les technologies LIDAR ne pénètrent pas le sol. Aujourd'hui, il existe quelques technologies qui permettent d'aller faire des relevés racinaires qui sont un peu basées sur les mêmes technologies que nous en termes de machine learning, d'IA et d'avancées. Mais vous comprenez que pour pénétrer le sol, ça veut dire que vous êtes capable d'aller voir quelques mètres carrés ou quelques centimètres carrés ou quelques mètres carrés à la fois. Et c'est par des ondes, je crois, de type radio. Qu'on est capable d'aller voir ça, ou sonore, qu'on est capable d'aller voir ça. Mais bon, il est évident que nous, on aimerait pouvoir montrer des jumeaux numériques avec les racines aussi, mais je pense que ce n'est pas demain que la technologie nous permettra de faire ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les écrire dans les questions-réponses sur je ne sais pas s'il y en avait dans le chat. Éventuellement, Sébastien ou Cécile, si vous avez d'autres choses. Alors, je vois qu'il y a une question qui sort là sur le coût moyen de ce genre d'études. Ça dépend un petit peu des pays, des monnaies et d'un certain nombre de choses, mais grosso modo, je pense que vous pouvez avoir en tête un ordre de grandeur autour des entre 5 et 10 euros par arbre et par scan.
c'est à peu près cet ordre de grandeur-là. En fonction du volume du nombre d'arbres que vous avez compris qu'on est quand même sur des technologies relativement industrielles, avec des moyens qui sont très très onéreux pour venir sur place, et sur lequel du coup on est plutôt sur des éléments de nombre. Il nous faut plusieurs milliers d'arbres en théorie pour venir nous déplacer dans un secteur. Il se trouve qu'on commence à avoir beaucoup de secteurs où on a déjà des clients, que ça soit en France ou que ça soit en Suisse, et que donc l'agglomération de clients plus petits est tout à fait possible. Peut-être qu'on pourrait parler de l'histoire des SIT et puis de l'appareillement, on va dire le lien entre les deux. Ça, on n'en a peut-être pas parlé directement. Alors, j'ai un tout petit peu évoqué tout à l'heure donc effectivement ce qui s'appelle l'API. Donc, grosso modo, les services des collectivités territoriales, enfin le gestionnaire d'arbres très souvent, où les villes utilisent des systèmes de GMAO ou des outils de SIG globaux, enfin des systèmes d'information globale. Et ils ont évidemment besoin d'avoir des éléments sur les arbres, en tout cas au moins en résultat. Par exemple, les services voirie, c'est souvent intéressant qu'ils puissent savoir où sont positionnés les arbres, quels sont les endroits où il y aurait des racines à respecter ou un certain nombre de choses comme ça. Et donc, ça fait partie des éléments clés. Et donc, le dialogue est possible entre la plateforme Grail Trees et vos propres outils de différentes façons, soit par export des données directement dans vos outils. Il y a des boutons sur la plateforme qui permettent d'exporter la totalité des données et les différents éléments. Vous pouvez même aller exporter certains jumeaux numériques que vous voudriez réutiliser dans des projets d'aménagement ou des choses comme ça. Sinon, la possibilité d'utiliser l'API qui va permettre d'aller carrément fabriquer un dialogue entre vos outils et la plateforme. Je ne vois pas d'autres questions sur les... Si. Il y a beaucoup de questions sur le chat, Pascal. Ah, elles sont dans le chat et pas dans le... Ouais. Ben, tu veux nous en résumer quelques-unes ? Donc, il y a eu une première question sur à quelle distance du véhicule peut-on relever des arbres ? Donc, sur des fonds privés limitrophes du réseau routier, ou quel maillage doit être observé pour un relevé exhaustif dans un parc? Alors, très bonne question, merci. Grosso modo, le LIDAR prend des points jusqu'à 450 mètres de distance en roulant. Mais vous comprenez qu'en faisant des translations, par exemple sur une route, on va avoir du mal à être très précis au-delà de 60-70 mètres. Mais donc, vous imaginez un véhicule qui passe sur une route, on est capable d'aller prendre, si la densité n'est pas trop dense, si on n'est pas au milieu d'une forêt, on va être capable d'attraper plusieurs rangées d'arbres d'un seul coup. Voilà, donc un double, un triple ou un quadruple alignement, on arrive assez bien à les attraper. C'est la translation du véhicule, en fait, qui permet d'aller fabriquer ce jumeau numérique quasi complet du tour de l'arbre. Voilà. Donc, on est plus embêté quand il s'agit de nous emmener dans des cul-de-sac, quand il faut aller faire une cour d'école. On est obligé de fabriquer de façon un peu artificielle, d'aller tourner autour de cet arbre, comme vous l'avez vu tout à l'heure avec le quad qui nous permet d'aller faire des mouvements dans des parcs ou dans des zones où on ne peut pas faire ces grandes translations. Moi, j'avais vu une autre question sur les défauts, d'identifier des défauts mécaniques, des écorces incluses et des choses comme ça. Alors, actuellement, la technologie Grail vous permet de voir ce que je vous ai montré pour l'essentiel, c'est-à-dire le bois mort, mais on est effectivement bien en train de chercher tout ce qui pourra se trouver dans un jumeau numérique, c'est-à-dire probablement qu'un jour, on sera capable de vous donner les écorces incluses, les cavités, les cracks, les fissures, les ruptures de segmentation importantes, les nids d'oiseaux ou de frelons asiatiques, le gui, voilà toutes les choses sur lesquelles on est en train de travailler pour apprendre à nos machines à reconnaître. C'est déjà, vous l'avez vu par la densité des éléments que je vous ai montrés, c'est déjà une marche assez haute à franchir que d'avoir toutes ces données sur des arbres nouvelles. Donc, vous pourriez vous habituer déjà à utiliser tout ce qu'on vous fournit, les services écosystémiques et tout un tas de choses.
pour avoir probablement dans le futur aussi des analyses un peu plus poussées sur d'autres éléments, des chocs, des creux, des cavités. Je vois que Nicolas a levé la main, donc tu voulais compléter. Oui, oui, c'était juste pour parler en fin de compte, quand on ne peut pas voir ces données, donc ces écorces incluses ou autres, il ne faut pas oublier que sur la plateforme, on a le jumeau numérique, mais aussi des photos qui sont disponibles par Google Street, et on voit les photos des arbres en avant, après, etc. Donc, je veux dire, on a quand même une image, on n'a pas que le jumeau numérique, que des petits points, etc. On a aussi la photo de l'arbre en plusieurs endroits quand le véhicule passe dessus. Donc, des choses comme ça, on peut parfaitement zoomer, aller devant, aller plus près, etc., pour pouvoir identifier certaines choses qu'on ne verrait pas avec le jumeau numérique, simplement. Oui, merci Nicolas. Alors, c'est pas des photos Google, hein, c'est vraiment des photos qu'on a fait nous en même temps qu'avec la voiture. Hein, donc voilà, elles sont pas Google, elles s'appellent aussi Street View. Mais voilà, je vois que Sébastien a plusieurs autres questions. Alors, pour compléter justement sur ce point-là aussi, il y a eu plusieurs fois des questions qui tournaient autour de la mécanique de l'arbre, des analyses plus poussées et tout. Et en fait, ce qui est intéressant à comprendre avec Grill, c'est que ça remplace pas forcément l'expertise plus poussée, mais ça permet de bien dégrossir en fait la chose. Et c'est le même principe qu'un VTA par exemple. J'avais répondu à une question dans le genre. C'est pas parce qu'on vient voir un arbre, si on ne demande pas une expertise plus poussée, tout d'un coup, on peut clairement passer à côté d'un problème interne à l'arbre en fait. Donc il est vraiment là le gros potentiel de l'outil, c'est le gain de temps et le dégrossissement des premières étapes en guillemets de l'analyse, quoi. Sinon, j'avais relevé un autre point aussi. Il y a plusieurs questions qui sont apparues. C'est par rapport par exemple, est-ce que Grill peut déterminer la gîte de l'arbre, les espèces, etc. Donc ça peut être intéressant d'expliquer les petits détails, ce que prend vraiment Grill par rapport à l'ensemble des données en fait. Oui, alors merci pour ces questions. En fait, on reconnaît par le machine learning et l'intelligence artificielle le genre et l'espèce avec une fiabilité qui est, c'est du machine learning, c'est de l'IA, donc qui apprend de mieux en mieux et donc qui est relativement fiable. Il est clair que dans l'exemple que je vous ai donné ici du jardin botanique de Genève, on a été mis un peu en difficulté, mais typiquement dans un jardin botanique, c'est pas bien gênant parce que la liste des essences, ils la connaissent parfaitement, ils l'ont déjà. Et donc, on a pu faire ce qu'on n'a pas évoqué ensemble encore dans cette présentation, ce qu'on appelle l'appairage, c'est-à-dire d'aller sur une base de données qui est déjà existante chez vous, la matcher, la mixer, l'appairer exactement avec la base de données qu'on a trouvée, nous, de ces arbres-là, de façon à ce que vous puissiez récupérer au total des éléments de connaissances que vous aviez déjà. Donc, typiquement, dans un jardin botanique, genre, espèce, sous-espèce, cultivar, et j'en passe, et des meilleurs. Mais ça peut aussi être l'année de plantation ou des données historiques que vous voulez garder et qui vont du coup pouvoir alimenter le système. J'ai vu une question autour de la façon de... C'était quoi que j'avais vu là Ah oui, quelles contraintes on a avec nos outils. Je pense que c'est une question très importante. On a effectivement quelques contraintes. Vous comprenez que la technologie LIDAR qu'on utilise, qui est la base de tout, puisque c'est celle qui définit notre jumeau numérique, peut être empêchée. Elle est empêchée quand votre couvert est tellement dense qu'il y a du feuillage absolument de partout et donc il est impossible que mes faisceaux, entre guillemets, mes ondes LIDAR passent à travers. Et donc si vous êtes dans un couvert forestier, de type forestier, complètement dense et fermé en sous-étage, on ne va pas pouvoir trouver les arbres correctement. Mais en passant sur les allées principales d'un parc, par exemple, ou même d'une zone boisée, on va quand même vous retrouver pas mal d'arbres qui sont concernés, puisqu'ils vont avoir des canopées qui vont dépasser au-dessus de ce flot de végétation. Alors, on va pouvoir vous trouver des arbres un peu incomplets, par exemple avec une espèce de canopée flottante où on n'aura pas pu déterminer le tronc, mais ça n'empêche pas que ça vous donnera quand même la hauteur totale de cet arbre-là et certains éléments de compréhension. Voilà. Les autres limites sont des limites de type de relief ou d'accessibilité. Si nos engins ne peuvent pas passer, puisque vous l'avez compris, j'ai vu que quelques-uns l'avaient mis dans les questionnements, c'est bien des engins terrestres, donc il y a des véhicules qui doivent passer, soit une voiture, soit un quad.
Et donc, il faut au moins qu'il y ait le passage du quad pour qu'on puisse passer à cet endroit-là et que ça ne soit pas voilà, des à-pics vertigineux, des falaises ou des zones sur lesquelles on ne puisse pas accéder. Je vois que Sébastien, il y a peut-être encore d'autres questions. Oui, il y a une question qui vient d'être posée assez intéressante par Michael, la dernière dans les conversations. C'est à quelle fréquence on estimerait que ce serait intéressant pour une ville comme par exemple Lausanne pour avoir des données pertinentes? Alors, en fait, c'est quand même un peu le client qui détermine le rythme de passage par définition et en fonction de ses budgets et en fonction de son intérêt et de la connaissance qu'il souhaite avoir de son patrimoine. Dans les formules qui sont proposées de façon standard par Grayhill, on a deux formules. On a une formule qui est plutôt autour de la connaissance de l'inventaire, donc le Smart Tree Inventory. L'idée est d'aller vous faire un inventaire complet de votre patrimoine sur les terrains que vous allez nous fournir. Donc, vous allez définir le terrain de jeu et sur ce terrain de jeu-là, on va aller vous trouver tous vos arbres. Donc, on a 2 dossiers en cours en Suisse actuellement qui sont le jardin botanique que vous avez vu sous les yeux, mais on va arriver dès le printemps, là, enfin, dès que les feuilles seront sorties à l'achat de fond, où on va venir faire l'inventaire de leurs 10 000 arbres avec nos technologies. Donc ça, c'est la partie inventaire et la plateforme est utilisable pendant les 2 années et après, ben, vous allez pouvoir poursuivre avec ça. Et puis, on a une formule qui est le Smart Tree Management où là, c'est une formule plutôt de 4 ans et avec 2 scans. Parce qu'effectivement, nous aussi, on est persuadés que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est-à-dire l'évolution de votre patrimoine, devient une clé de lecture de beaucoup de choses. Et donc, au bout de 2 ans, vous revenez rescanner votre patrimoine et vous avez le début de l'évolution. Et après ça, quel est le rythme qu'il faudrait tenir autour de la mise à jour de vos données ? Chaque collectivité va être libre de le décider, mais moi qui ai été manager d'arbres pendant 30 ans, je serais bien parti sur un rythme du genre de 4 années, notamment l'année précédant le renouvellement de mes marchés de taille des arbres, de façon à avoir des données remises à jour à peu près tous les 4 ans et de façon à avoir des éléments très précis d'évocation de ce que je vous ai montré tout à l'heure pour Las Vegas, c'est-à-dire des budgets diminués sur les aspects travaux, puisque avec une très bonne connaissance du patrimoine initial. Alors, on s'approche, il nous reste 1 minute avant de clôturer. Est-ce qu'il y avait une question ou 2 clés encore, Sébastien ou Cécile, que vous auriez vues, auxquelles on n'aurait pas répondu? Le temps de traitement des données entre le moment du recensement et le moment où les données sont disponibles sur la plateforme. Alors, en fait, vous l'avez vu, il faut qu'on passe en saison de végétation. Et donc, l'engagement que peut prendre Grayhill, c'est que sur des commandes qui arrivent dans la première moitié de l'année, donc avant le mois de juin, on s'engage à vous scanner votre population d'arbres avant la fin de l'année et vous fournir les données avant la fin de l'année, donc sur une même saison. Sur des commandes qui arriveraient en octobre, vous comprenez bien que ça commence à devenir difficile pour nous, vous le comprenez, hein, puisqu'il faut avoir absolument passé, scanner vos arbres en feuilles. Et sinon, le délai moyen de restitution des données dans la plateforme après un scan est de 2 à 3 mois après avoir scanné, vous avez les données sur la plateforme. Donc voilà, imaginons qu'on va venir scanner chez vous à partir de juin ou de juillet. 3 mois plus tard, donc avant l'automne, avant la fin de l'automne, vous aurez l'ensemble des éléments sur votre plateforme et la possibilité de les utiliser. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le processus est très différent de ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, où la mise à jour de vos données s'étalait dans des délais très longs. Hein, moi-même, à la métropole de Lyon, dans mon poste précédent, il me fallait 10 ans pour mettre à jour mes données. Donc là, pour la première fois de votre vie, vous allez, si on reprend l'exemple de Lausanne, c'est 80 000 arbres qui vont arriver dans la plateforme un jour J, voilà, du mois d'octobre ou quelque chose comme ça. Donc ça change beaucoup de choses pour vous parce qu'il va vous falloir aussi un petit peu de temps de prise en main. Et il est l'heure. Est-ce qu'il y avait encore une question clé? Et puis sinon, je vous propose qu'on clôture là par respect du temps des uns et des autres. Oui, il y a une question qui est intéressante. C'est à partir de combien d'individus en gestion cela vaut-il la peine d'être travaillé avec Grayhill? Alors, pour moi, ça vaudrait la peine déjà à partir de 100 ou de 200 arbres. C'est juste que je vous ai évoqué tout à l'heure que
pour déplacer nos technologies et pour éviter de se balader à longueur de journée sur des routes juste pour aller d'un point à l'autre, on souhaite des clients qui aient voilà, entre 5 et 10 000 arbres, plutôt ces ordres de là à minima. Alors évidemment, après, il n'y a pas de limite, hein. On est en train en ce moment même de scanner Sao Paulo, 700 000 arbres. C'est qu'une tranche de Sao Paulo. Donc voilà, il n'y a pas de limite en quantité, c'est plus pour démarrer. Voilà. Mais typiquement, si la question elle vient de Suisse, effectivement, on est déjà présent maintenant à Genève, on va être à la Chaux-de-Fonds, donc on va être présent en Suisse, on est aussi présent à Zurich et dans d'autres parties moins francophones de la Suisse. Donc, pas de souci, si vos chantiers sont plus petits, n'hésitez pas à revenir vers Nicolas, Didier ou Sébastien hein, pour qu'ils puissent évoquer ça avec vous. Écoutez, moi je vous propose de clôturer là. Merci beaucoup de votre présence. Vous recevrez un mail qui vous enverra tous les éléments de rediffusion. Si vous pouvez prendre une minute pour saisir le dernier petit d'évaluation de cette présentation. On vous remercie beaucoup de votre présence. On est évidemment à votre disposition, aussi bien en Suisse qu'en France, que n'importe où ailleurs dans le monde, puisqu'il y avait peut-être des gens de Montréal et de Bruxelles pour vous renseigner, pour vous faire des présentations plus ciblées sur votre besoin. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Vous avez ici nos coordonnées et sinon elles sont faciles à trouver. Le site web de Greyhill sera dans les prochains jours en français. Donc voilà, vous pouvez garder en tête greyhill.com et très probablement, vous pourrez bientôt le lire tout en français d'ici très peu de temps. Merci beaucoup et au plaisir de vous revoir. À bientôt, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.